Assise à la terrasse de ce petit café, près du jardin du Luxembourg, je regarde les passants. Les visages, les rires. Cela me ramène souvent à des souvenirs, des éclats de ma propre histoire. Je me revois, des années en arrière, portant la vie. Romain était là. Il parlait de nos projets, de ces millions d'euros à venir. Il a un jour jeté un regard sur mon vieux pull, celui que j'aimais tant pour sa douceur. Il m'a dit, avec un sourire qui ne cachait pas le mépris, que ce n'était pas l'image qu'il attendait d'une femme à ses côtés. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Je n'ai rien dit, à ce moment-là. J'ai absorbé ses mots, son regard. Ce n'était pas de la faiblesse, s'être tenu. C'était une observation. Une façon silencieuse de voir, pour la première fois, la fragilité de son regard sur le monde. Il ne voyait pas ce qu'il y avait au-delà des apparences. Il ne voyait pas que le vrai trésor n'est pas toujours celui qui brille. Et ce n'est que bien plus tard, quand tout s'est effondré, que la vérité a enfin éclaté, aux yeux de tous. Je me souviens de cette soirée comme si c'était hier. Le grand hôtel Majestic, à Paris, scintillait de mille feux. C'était le Gala des Lumières, un événement annuel, un de ces rendez-vous où l'on croise le tout Paris. Les robes de soirée, les bijoux discrets, mais dont on sait qu'ils valent une fortune. Les rires, les conversations feutrées, un monde où chaque détail compte. Ma fille, Camille, était à mes côtés. Elle avait 22 ans à l'époque, toute la grâce de sa jeunesse, et un regard si vif sur le monde. Elle me prenait le bras, parfois, un geste d'affection qui me remplissait de tendresse. En la regardant, je voyais un peu de moi, mais aussi beaucoup plus de force, de liberté, que je n'en avais eu à son âge. Je portais une robe vert foncé, simple, mais bien coupée. Une de ces robes qui ne cherchent pas à attirer l'attention, mais qui, je crois, la retiennent. J'avais 58 ans. Et, enfin, je me sentais bien dans ma peau. Non pas à cause des toilettes, non. Mais à cause de ce calme intérieur que j'avais mis tant d'années à bâtir. En déambulant dans la grande salle, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le changement dans les regards. Avant, on me voyait, ou plutôt, on ne me voyait pas vraiment. J'étais l'épouse discrète, l'ombre. Maintenant, les gens s'arrêtaient, me saluaient avec un respect nouveau, presque une curiosité bienveillante. C'était étrange, cette nouvelle place. Mais je l'acceptais, sans me l'approprier vraiment. Je savais d'où je venais. La musique jouait doucement, un air de jazz léger. Les verres de champagne tintaient. Tout était élégance, tout était retenu. Et puis, la commotion a commencé. Un léger murmure d'abord, près de l'entrée principale. Puis, ce murmure s'est amplifié, est devenu un chuchotement général. Une sorte de vague qui traversait la foule. Mon regard a suivi celui des autres. Et là, au milieu de cette agitation, je l'ai vu. Romain. Romain Delacroix. Il était là. Non pas comme autrefois, arrivant avec prestance, le sourire conquérant. Non. Il avait l'air hagard. Ses vêtements, un costume qui devait être élégant jadis, semblait froissé, presque négligé. Il tentait de se faufiler, on aurait dit, mais il était déjà repéré. Des agents de sécurité, discrets mais fermes, lui barraient le passage. J'ai entendu quelques bribes de conversation, des mots volants, comme des feuilles mortes dans le vent. Impossible, il n'est plus sur la liste, quelle déchéance. Un ancien associé, un homme que Romain avait jadis tenu en haute estime, est passé près de lui. Il a détourné le regard, avec une moue de mépris à peine voilée. C'était une humiliation publique, sans un mot prononcé. Mon cœur a fait un saut, une fraction de seconde. Une vieille douleur, que je croyais endormie, a tenté de se réveiller. Mais non. Elle est restée là,
juste sous la surface, comme un écho lointain. Je l'ai observé, cette scène. Sans bouger. Sans intervenir. Mes émotions étaient contenues. Il n'y avait ni triomphe, ni amertume profonde. Juste une sorte de vide. Une observation silencieuse. Je l'ai regardé se faire éconduire. Il a protesté, je crois, mais sa voix était étouffée par le brouhaha, par le murmure grandissant de la foule. Il est parti, la tête basse, ses épaules autrefois si larges, semblant désormais s'y voûter. À ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit. Une pensée que j'ai chuchotée, peut-être, mais seulement à moi-même. On disait qu'il avait chassé sa femme enceinte. C'est ce que les gens racontaient, à l'époque, dans les salons discrets de Paris. Et maintenant, le revoilà. Quelle histoire, n'est-ce pas? Une histoire qui m'a ramené en arrière. Bien en arrière. À une autre époque, une autre vie. Une histoire dont le début remonte à bien des années. Une nuit de pluie torrentielle. Cette nuit de pluie, elle m'a ramené si loin en arrière, vous savez, avant tout ce tumulte, avant tout ce bruit. À une époque où ma vie semblait tissée de fils plus simples, plus discrets. Une époque où je ne cherchais pas le clinquant, mais la profondeur. Mon nom est Annelise Valois. Et oui, Valois, ce nom, il évoque quelque chose, n'est-ce pas? Dans certains cercles, il est synonyme d'une certaine discrétion. Une vieille famille, comme on dit. Une famille où l'on ne parle pas d'argent à table, mais où l'on sait que les racines sont profondes, que l'héritage est solide. Les Valois Investissements, c'était le nom de l'entreprise familiale. Un nom qui ne criait pas sa puissance, mais qui la possédait, silencieusement. Le domaine de Valois, notre maison de campagne, était un peu le reflet de tout cela, vaste, ancien, mais sans faste inutile, imprégné d'une sorte de calme, de majesté tranquille. Ma mère? Ah, ma mère. Elle était l'incarnation même de cette élégance. Une femme d'une intelligence rare, d'une sagesse que le temps n'a fait qu'approfondir dans mes souvenirs. Elle m'a toujours dit, avec cette voix douce et posée qui était la sienne, que l'argent pouvait acheter le confort, mais jamais le bonheur. Jamais l'amour véritable. Sur son lit de mort, ses yeux clairs fixés sur les miens, elle m'a fait promettre. Annelise, ma chérie, promets-moi de ne jamais laisser la fortune définir qui tu es. Vis comme une femme ordinaire, jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui te voie, toi, et non ce que tu possèdes. J'ai promis. Et j'ai tenu ma promesse, avec une ferveur que seule une jeune femme peut avoir. J'ai délaissé les robes de grand couturier, celles que ma mère m'offrait parfois pour les occasions spéciales. Je leur ai préféré des pulls chinés dans les petites boutiques, des jeans simples. J'aurais pu rouler en berline de luxe, bien sûr. Mais j'ai opté pour une petite citadine d'occasion, une de celles qui se fondent dans la circulation parisienne. Je me suis installée dans un appartement modeste, dans le quartier du Marais. Les peintures y peillaient un peu par endroits, le parquet grinçait sous les pieds. Mais pour moi, ce n'était pas une punition. C'était une liberté. La chance, enfin, d'être aimée sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre de mon nom. Et puis, j'ai trouvé un travail. Un petit emploi à temps partiel, dans une librairie indépendante, au fil des pages, nichée dans une rue calme. L'odeur des vieux papiers, celle du café fraîchement moulu, c'était mon refuge. Mes clients, je me souviens de leur visage. Mon sourire doux, ma voix posée. La façon dont je trouvais toujours, comme par magie, le roman parfait pour un après-midi pluvieux. Personne, pas une seule âme qui franchissait le seuil de cette librairie, n'aurait pu imaginer que la jeune femme tranquille derrière le comptoir était née dans l'une des familles les plus fortunées de France. Quand j'ai rencontré Romain Delacroix, j'ai cru que mes prières avaient été exaucées. C'était à Lyon, je m'étais arrêtée là pour la journée, pour voir une amie. J'étais allée chez un concessionnaire automobile, à la recherche d'une berline d'occasion.
Il était vendeur, à l'époque. Ambitieux, charismatique. Ses yeux bleus, perçants, m'avaient captivé. Je portais un jean simple, un cardigan uni, mes cheveux relevés en queue de cheval. J'étais l'opposé des femmes glamour qu'il semblait côtoyer. Il a été si attentif, si charmant. Il semblait voir en moi quelque chose de rare, de précieux. Je l'ai cru. J'ai voulu le croire, de toutes mes forces. C'était la preuve, pensais-je, qu'il m'aimait pour qui j'étais vraiment. Pour mon âme, pas pour mon hypothétique fortune. Je ne lui ai jamais parlé de mon héritage. Jamais. Je voulais, plus que tout, croire que j'avais trouvé cet amour pur, rare, dont ma mère m'avait parlé. En 6 mois à peine, nous nous sommes mariés. Une cérémonie simple, à la mairie. Sans faste, sans liste d'invités interminables. Juste nous, quelques proches. Et pour un temps, un court temps, j'ai été heureuse. Si heureuse. J'aimais sa façon de me faire rire, ses grands rêves pour l'avenir, la manière dont il me tenait la main, comme s'il ne la lâcherait jamais. J'aimais la promesse dans ses yeux. J'ai mis toute ma confiance dans cette promesse. Cette joie, cette certitude des débuts, elle a commencé à s'effilocher, doucement, comme un vieux tissu que l'on use à force d'y croire. Les premiers mois, Romain était toujours le même. Ambitieux, oui, mais si charmant. Et puis, les premières fissures sont apparues. De petites craquelures, presque imperceptibles au début. Il a commencé à parler d'argent. Beaucoup. Trop, peut-être, pour quelqu'un qui disait avoir bâti son empire. Les factures de la maison, le coût de la vie à Paris, tout semblait devenir une charge. Il me comparait, sans le dire directement, à d'autres épouses. Des femmes plus ambitieuses, disait-il. Des femmes qui apportaient plus, qui tiraient leur poids. Je sentais le poids de ces mots sur mes épaules. Une sorte d'insécurité nouvelle grandissait en moi, sournoise. Mon travail à la librairie, au fil des pages, un jour, il l'a qualifié de honte. J'étais sa femme, Annelise Delacroix, disait-il. Je ne devais pas être derrière un comptoir, comme une simple caissière. Ces mots, ils ont coupé plus profondément que je ne l'aurais cru. Mais je n'ai rien montré. Jamais. Je me suis dit qu'il ne comprenait pas. Que c'était ma façon de garder les pieds sur terre, de rester fidèle à ma promesse. Quand je suis tombée enceinte, je pensais que cela changerait tout. Que cette nouvelle vie à venir nous rapprocherait. Mais non. Les nausées matinales m'épuisaient. Chaque soir, je rentrais de la librairie, les jambes lourdes, le ventre noué. Romain, lui, regardait ces petits détails avec un œil critique. Les vitamines prénatales que maître Antoine Fournier m'avait recommandées, il les a un jour qualifiées de « luxe inutile ». Il souriait, mais son sourire ne m'atteignait plus. Il ne reflétait plus cette chaleur des premiers jours. Ses nuits sont devenues plus longues. Des dîners d'affaires, des week-ends soi-disant essentiels pour son entreprise, Delacroix Participation. Pendant ce temps, moi, je me débrouillais. Je prenais des heures supplémentaires à la librairie, même si la fatigue était écrasante. Il me reprochait le prix des petites tenues de bébé, des jouets, tandis que ses costumes sur mesure, ses escapades, il n'était jamais remis en question. Et puis, il y a eu les remarques sur mon corps. « Tu te laisses aller, Annelise, disait-il, quand mon ventre s'arrondissait, quand mon corps changeait. » C'était un reproche, clair et net. Comme si cette grossesse, ce miracle, était une faute. Mon cœur se serrait à chaque fois. J'essayais de me convaincre qu'il était simplement stressé, débordé. Qu'il m'aimait toujours. Qu'il finirait par voir ma dévotion. Il y avait ces moments, si fréquents. Assise seule dans la petite chambre que je préparais pour le bébé. Je caressais les tissus doux, je fredonnais de douces mélodies. Et je parlais à mon enfant,
dans le silence de mon cœur. Je te protégerai. Quoi qu'il arrive, je te garderai en sécurité. Je me raccrochais à mes vœux. Je me disais que le mariage, c'était la patience. Le sacrifice. Qu'il finirait par voir mon amour. Par voir qui j'étais. Je me souviens d'une soirée, particulièrement. Nous étions à un dîner, chez des amis à lui. Romain parlait de ses grands projets, de ses millions d'euros à venir. Je l'ai interrompu, un instant, pour raconter une petite anecdote drôle de la librairie. C'était innocent, pensais-je. Il m'a regardé, avec un regard froid, presque étranger. Annelise, a-t-il dit, ce n'est pas le moment pour tes histoires de petite libraire. Personne ne s'intéresse à ça ici. Un sourire forcé, un mouvement de la main, comme pour balayer mes mots, ma présence. Le rire des invités, gênés, a sonné comme une gifle. J'ai senti mes joues rougir. Et le silence s'est fait en moi, profond. En repensant à ces jours, je me demande parfois, ces petits signes avant-coureurs, les avez-vous aussi parfois discernés dans vos propres histoires, chers amis? Ou suis-je la seule à avoir eu le cœur si obstinément aveugle, à vouloir croire en l'impossible? La nuit était censée être une des dernières lueurs d'espoir pour moi. Je me souviens m'être préparée avec une étrange appréhension. 6 mois de grossesse, le ventre déjà bien rond. J'avais choisi une robe simple, bleu marine, la seule robe de soirée qui me restait, je crois. Je l'avais caressée, en me disant que tout irait bien. Que Romain serait là, à mes côtés. Que nous ferions bonne figure. Mon bébé, j'avais murmuré à mon ventre, nous allons traverser cela. Le gala de l'espoir, au Grand Hôtel Majestic à Paris. Un nom qui sonnait si ironique, ce soir-là. L'air y était lourd, saturé de parfums chers, du tintement des verres en cristal, et des rires qui semblaient résonner à vide. Le Grand Hôtel était magnifique, comme toujours. Mais à l'intérieur de moi, une tension grandissait, étouffante. Romain est arrivé. Je l'ai vu. Et à ses côtés, il y avait Solène Leroy. Elle brillait, dans une robe rouge écarlate, qui épousait chacune de ses formes. Une robe conçue pour voler tous les regards. Pour éclipser tout le reste. Elle était sa partenaire, disait-il déjà en coulisses. Mon cœur s'est serré. Je me suis sentie, comme une intruse dans ma propre vie. La musique s'est adoucie. Romain a gravi les marches de l'estrade, son bras effleurant le dos de Solène. Ce n'était pas moi qu'il tenait. Ce n'était pas moi qui le suivais. C'était elle. Solène a souri, avec une grâce calculée, saluant la foule comme si elle était la maîtresse légitime de la maison. Puis, sa voix, celle de Romain, a résonné dans le microphone. Forte, emplie de fierté. Mesdames et messieurs, a-t-il annoncé. Ce soir n'est pas seulement une question de générosité. C'est aussi une célébration de l'avenir, de ceux qui nous élèvent. Il a gesticulé vers Solène, qui a souri, un sourire de triomphe. Je n'aurais pu en arriver là sans un soutien extraordinaire. Accueillez s'il vous plaît Solène Leroy, ma plus proche partenaire. Ces mots, ils m'ont transpercé comme du verre brisé. Plus proche partenaire. Pas son épouse. Pas la mère de son enfant à naître. Aucune mention de la femme qui se tenait silencieusement à la lisière de la foule, serrant son ventre, comme pour protéger mon bébé du venin de sa voix. Une onde de chuchotement a parcouru la salle. N'est-ce pas sa femme qui est enceinte, a murmuré une dame. Ce ne peut être elle, a répondu une autre, me jetant un regard mêlé de pitié et de dédain. Je pouvais sentir le poids de chaque regard, me transformant en un spectacle pathétique. J'ai souhaité disparaître. Me dissoudre dans le marbre froid du sol. Romain et Solène sont descendus de l'estrade, baignés par les flashs des appareils photo. Solène s'est penchée vers lui, murmurant quelque chose qui l'a fait rire bruyamment,
sa main posée sur sa taille. Les photographes se sont régalés, capturant image après image, des clichés qui inonderaient les chroniques mondaines dès le lendemain. Je savais déjà ce que les titres diraient. La stupéfiante maîtresse de Delacroix vole la vedette. J'ai tenté de me glisser discrètement, de fuir. Mais les yeux perçants de Solène m'ont trouvé. Avec une cruauté délibérée, elle s'est approchée, son sourire n'étant qu'un masque de douceur. « Oh, Annelise, vous êtes venue, a-t-elle dit, assez fort pour que les invités proches l'entendent. Quelle bravoure de votre part, ce soir. La grossesse est si épuisante, n'est-ce pas? On perd vite de son éclat. » Les rires qui ont suivi ont été comme autant de couteaux dans mon dos. Romain n'est pas intervenu. Il ne m'a même pas regardé. Au lieu de cela, il a resserré son étreinte sur Solène, comme pour annoncer au monde que son choix était définitif. Mes yeux se sont embués de larmes, mais je me suis forcé à ne pas les laisser couler. Je me suis tenue droite, refusant de leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Mais à l'intérieur, je me brisais. Chaque once de dignité à laquelle je m'étais accroché m'était arraché sous les lumières scintillantes de cette salle de bal. Les vœux que Romain avait prononcés autrefois n'étaient plus que des cendres, dispersées dans l'air à chaque rire moqueur. Lorsque l'orchestre a repris une mélodie entraînante, je me suis éclipsé par une porte latérale. Mes pas étaient lourds, mon cœur brisé. Je me suis appuyé contre le mur de pierre froid de l'hôtel, l'air nocturne mordant mes joues rougies. Pour la première fois, depuis la disparition de ma mère, j'ai murmuré à voix haute cette vérité que j'avais eu si peur d'affronter. Il ne m'aimait pas. Il ne m'a jamais aimé. Le gala battait son plein derrière moi, les rires et la musique s'échappant par les portes. Mais pour moi, la nuit était finie. J'avais été effacé en public, jeté comme une ombre. Je me sentais abandonné, complètement. Mais au fond de cette désolation, un espace nouveau commençait à se dessiner. Une clarté froide. Je ne pouvais plus me mentir. Jamais plus point et la porte de service du grand hôtel majestique s'est refermée derrière moi. Le silence de l'allée m'a enveloppé, brutalement. J'entendais encore, en sourdine, le pouls lointain de la musique, les rires qui s'échappaient de la salle de bal. Mais ici, le vent s'engouffrait, vif, et la pluie, elle tombait en fines lances, coupant l'air. J'ai appuyé mon front contre le mur humide, la tête me tournait. Mes respirations étaient courtes, saccadées. Les larmes brouillaient ma vue, se mêlant à l'eau de pluie qui ruisselait sur mes joues. J'essayais de les retenir, ces sanglots. Comme si, en les cachant, je pouvais encore préserver un peu de ma dignité. Mais la dignité, je crois, m'avait déjà été arrachée, lambeau par lambeau. Mes pieds, enflés par les heures passées en talons, me lançaient. Mon dos me faisait mal, le poids de mon enfant à venir, si présent. Et mon cœur, il était là, lourd, un millier de morceaux déchirés. Je me suis penché, ma paume sur mon ventre, et j'ai murmuré. Des mots tremblants, à peine audibles. Je suis tellement désolée, ma petite. Je croyais que ton père serait meilleur que cela. Je croyais qu'il nous protégerait. Et puis, un coup. Un petit coup, si doux. Mon bébé. Comme un rappel qu'il était là, en moi. Que je n'étais pas seule, complètement. Mais ce rappel n'a fait qu'accentuer ma tristesse. J'avais imaginé une autre vie. Une vie où Romain tiendrait notre enfant dans ses bras. Où nous ririons ensemble, dans cette petite chambre que j'avais préparée. Où je le verrais se transformer en ce père que je croyais qu'il pouvait être. Tous ces rêves, ils gisaient en ruine. Piétinés par la trahison, par une arrogance que je n'avais jamais voulu voir. Je me suis laissé glisser au sol. Ma robe s'est étalée autour de moi, sombre dans l'ombre. L'eau de pluie s'infiltrait dans l'ourlet, me glaçant les jambes. Mes sanglots ont résonné, faibles, dans l'étroite ruelle. Pour la première fois depuis la disparition de ma mère, je me sentais,
absolument abandonnée. Plus de famille, plus de mari. Personne pour me protéger de la cruauté du monde. Juste une femme. Enceinte. Brisée. Jetée par l'homme qui aurait dû me chérir plus que tout. Mon esprit rejouait chaque instant de la soirée, comme un film cruel. Romain sur scène avec Solène. Les chuchotements de la foule. Les mots blessants de Solène, déguisés en gentillesse. Chaque souvenir était une nouvelle blessure, confirmant cette vérité qu'Annelise avait si désespérément essayé de nier. Romain ne m'avait jamais vraiment aimé. Il aimait ce que je représentais. L'obéissance. L'admiration. L'image d'une épouse qui ne le dérangeait pas. Et maintenant, avec ma grossesse, je n'étais plus pratique. J'étais devenue une charge. Le poids de la trahison pesait si lourd sur ma poitrine que j'avais du mal à respirer. La panique montait, aiguë, suffocante. J'ai serré mon ventre, terrifiée pour la sécurité de mon bébé. « Reste avec moi », ai-je murmuré. « S'il te plaît, reste avec moi. » Un passant, un membre du personnel de l'hôtel, m'a aperçu, recroquevillé contre le mur. « Madame, vous allez bien ?» a-t-il demandé. L'inquiétude brillait dans ses yeux. Je me suis forcé à hocher la tête, même si mon visage, marqué par les larmes, trahissait la vérité. « Je vais bien », ai-je menti. Je ne pouvais supporter l'idée de la pitié. Pas de la part d'étrangers. Pas de la part de personne. Je me suis relevé, avec peine. J'ai titubé dans la nuit, évitant la rue principale où les invités du gala auraient pu me voir. J'ai marché sans but. Les lumières de la ville se brouillaient à travers mes larmes. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. Comme si le monde entier conspirait pour m'entraîner vers le bas. J'ai pensé appeler Romain. Le supplier de reconsidérer. Mais ma fierté, et cette douleur cuisante, m'en ont empêché. J'ai pensé à révéler ma fortune, à lui montrer que je n'étais pas cette femme impuissante qu'il croyait. Mais alors, j'ai entendu la voix de ma mère. Douce mais ferme. L'amour sans vérité n'est pas de l'amour du tout. Quand je suis arrivée à mon appartement modeste, mon corps tremblait d'épuisement. Je me suis effondrée sur le canapé, serrant contre moi le petit oreiller que j'avais brodé pour la chambre du bébé. Les larmes ont trempé le tissu, tandis que je murmurais dans le silence. Comment puis-je continuer? Comment élever cet enfant toute seule? Les murs n'offraient aucune réponse. La nuit s'étirait à l'infini, remplie seulement du son de mes sanglots et du faible bourdonnement de la ville à l'extérieur. Et même si je ne le savais pas encore, ce moment de désespoir. Cet effondrement dans l'obscurité. Ce serait la graine de ma renaissance. Parce que parfois, une femme doit être brisée avant d'apprendre à se relever. Profondément. Entièrement. Pour son enfant. Pour elle-même. Le lendemain matin, le soleil filtrait faiblement à travers les stores de mon petit appartement. Mes yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, mon corps lourd de fatigue. Mais je me suis forcée à me lever. Je ne pouvais pas me briser complètement. J'avais un enfant à protéger. J'ai préparé une simple tasse de thé, mes mains tremblantes luttant pour tenir la tasse droite. La vapeur s'élevait, portant avec elle une question qui refusait de me quitter. Et maintenant? Mon téléphone a vibré. Mon cœur a bondi un instant, espérant contre toute raison que Romain aurait appelé pour s'excuser. Mais l'écran affichait un autre nom. Maître Antoine Fournier. Il était l'avocat de ma famille depuis des décennies, un homme en qui ma mère avait mis toute sa confiance. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, depuis que j'avais insisté pour vivre discrètement, loin de la fortune que ma famille m'avait laissée. Annelise? Sa voix était calme, ferme, mais empreinte d'inquiétude. J'ai entendu ce qui s'est passé la nuit dernière. Vous êtes en sécurité? Ma gorge s'est serrée. En sécurité?
Si vous voulez dire humilié, trahi, et jeté alors que je porte son enfant, alors oui, je suis en sécurité. Il y a eu un silence. Puis son ton a changé, portant un poids que je connaissais bien. Le poids de la vérité. Il est temps, a-t-il dit. Vous avez caché assez longtemps. Votre mère vous a laissé plus que des souvenirs, Anne-Lise. Elle vous a laissé un empire. Et Romain n'a aucune idée que la femme qui l'a jeté est l'actionnaire majoritaire des entreprises même dont il dépend. J'ai serré le téléphone, le souffle coupé. Je ne peux pas. J'ai promis à ma mère de vivre simplement, sans laisser l'argent me définir. Votre mère voulait que vous viviez librement, a corrigé doucement maître Antoine. Elle n'a jamais voulu que vous laissiez quelqu'un piétiner votre dignité. Il ne s'agit pas d'argent, Anne-Lise. Il s'agit de pouvoir. Et de vous protéger, vous et votre enfant. Si vous restez silencieuse, Romain gagne. Si vous avancez, vous récupérez votre vie. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Pendant des mois, j'avais enduré la cruauté de Romain, me convainquant que la patience était une vertu. Mais la patience n'avait fait qu'alimenter son arrogance. Maintenant, je voyais la vérité. Mon silence avait été pris pour de la faiblesse. Comme si un signal avait été donné, on a frappé à ma porte. J'ai hésité, puis j'ai ouvert. C'était tante Isabelle. Ses yeux doux étaient remplis de larmes retenues. Elle m'a serré dans ses bras. « Oh, ma douce fille » a-t-elle murmuré. Je vous avais prévenu à son sujet. Mais il ne s'en sortira pas comme ça. Plus maintenant. Je me suis accrochée à ma tante, sentant la chaleur de la famille que je croyais avoir perdue. Tante Isabelle s'est écartée, sa voix ferme. Vous souvenez-vous de ce que votre mère nous a dit? Qu'un jour, si quelqu'un essayait de vous détruire, nous leur rappellerions exactement qui vous êtes. Mon cœur battait fort. J'avais passé des années à me cacher derrière des murs ordinaires, croyant que ma force résidait dans l'invisibilité. Mais peut-être que ma véritable force avait attendu. Silencieuse. Patiente. Pour le moment où j'en aurais le plus besoin. Le choc initial, l'intense effervescence après ce jour, vous savez, quand on prend une décision si lourde, si définitive, on est comme porté par un courant. On avance sans vraiment réfléchir, juste pour ne pas sombrer. C'est ce que j'ai ressenti après cette conversation avec maître Antoine, après avoir pris la main de tante Isabelle. La décision était prise. Le chemin, tracé. Et puis, il y a eu l'après. Le silence. Un silence assourdissant, je dois dire. Les jours se sont transformés en une suite ininterrompue de réunions. J'ai dû apprendre, et vite. Me plonger dans des chiffres, des rapports financiers. Des termes que j'avais toujours laissés à maître Antoine, à mon père, à mes oncles. Des millions d'euros, des parts de marché, des stratégies d'acquisition. Delacroix Participation était un monstre complexe, et maintenant, c'était moi qui devais tenir les rênes. Maître Antoine, lui, était là. Toujours. Son calme, sa rigueur. Il était mon roc. Il m'expliquait, patiemment, chaque détail. Les rouages, les pièges, les opportunités. Je le voyais s'étonner, parfois, de ma capacité à assimiler. Moi, je ne m'étonnais de rien. Quand on a le dos au mur, quand on porte une vie, on trouve des ressources insoupçonnées, n'est-ce pas? Les premières réunions du conseil d'administration furent tendues. Je sentais le poids des regards sur moi. Le scepticisme, bien sûr. Une femme, enceinte de surcroît, à la tête d'un tel empire, d'une telle machine. Et l'ancienne épouse de Romain Delacroix, en plus. C'était une pilule difficile à avaler pour certains de ces messieurs, habitués aux certitudes, aux vieux codes. Mais petit à petit, à force de travail, de questions pertinentes, d'une certaine tranquillité dans ma détermination, je crois, j'ai senti le respect naître.
Lentement, mais sûrement. Et Romain? Son silence était la chose la plus étrange de tout cela. Aucun mot. Aucune tentative directe de me contacter, de s'excuser, de me menacer. Rien. Seulement, de temps en temps, Maître Antoine me rapportait des tentatives, des bruits, des manœuvres de ses avocats pour perturber, pour contester. Des gestes désespérés, vite éteints par la main ferme de mon avocat. C'était un silence lourd. Un silence qui ne disait pas l'oubli, mais peut-être l'incrédulité. Ou même, je me suis parfois demandé, une forme de choc. Dans toute cette agitation, mon appartement du Marais est devenu trop petit. Trop chargé de souvenirs récents, trop exposé peut-être. J'avais besoin d'air, d'espace. Pour moi. Pour mon enfant à venir. C'est là que j'ai pris la décision de retourner au domaine de Valois. Notre maison de famille. Ce n'était pas un retour triomphal. C'était un besoin. Un besoin de me ressourcer, de me reconnecter à mes racines. De trouver une sorte de nid. Je me souviens des premières nuits là-bas. Le domaine était vaste, oui. Mais il y avait une quiétude que je ne trouvais plus nulle part ailleurs. Je passais des heures entières, dans la chambre que j'avais aménagée pour le bébé. Les murs peints d'un jaune doux, le mobile d'étoiles au-dessus du berceau. Je caressais la petite couverture que tante Isabelle avait tricotée. Et là, dans le silence de ces nuits, les doutes me rongeaient. Ce nouveau chemin, cette responsabilité écrasante, était-ce le bon choix? Est-ce que cette puissance nouvelle, ce pouvoir financier, n'allait pas devenir un poids pour mon enfant? N'allait-elle pas hériter de mes batailles, de mes fardeaux? Je m'étais battue pour elle, c'est vrai. Pour sa sécurité. Mais allais-je la priver de cette simplicité que j'avais tant recherchée, et qu'elle ne connaîtrait jamais? Je me suis demandé, plus d'une fois, si ma mère aurait approuvé ce revirement. Il y avait comme un vide, aussi. Un vide étrange. Ce n'était pas le manque de Romain, non. Ça, c'était une page tournée, un chapitre douloureux qu'il fallait clore. C'était plutôt le manque de ce rêve. Le rêve d'une famille simple, unie, sans les complications du pouvoir, sans l'ombre de la trahison. Ce rêve-là, il était mort. Et sa place, dans mon cœur, était encore une cicatrice, une absence. Je me suis rendu compte, alors, que l'argent, même des millions et des millions d'euros, même le pouvoir, ne remplissait pas ce vide. Ça ne guérissait pas les blessures de l'âme. Ça ne ramenait pas les rêves perdus. Tout cela changeait juste la façon dont on affrontait le monde, la posture que l'on devait adopter. Ce n'était pas une baguette magique pour le bonheur. C'était un outil. Un outil puissant, certes. Mais il fallait apprendre à s'en servir, non pas pour se venger, non pas pour briller, mais pour reconstruire. Pour donner un sens à tout ce qui était arrivé. Pour soi. Pour l'avenir. Les semaines ont passé, puis les mois. Au domaine de Valois, une nouvelle routine s'installait, douce, rythmée par les rendez-vous avec Maître Antoine, les lectures de dossiers complexes et le bercement de mon ventre qui s'arrondissait. Mais, même dans ce calme retrouvé, le monde extérieur continuait de tourner. Et les nouvelles, parfois, parvenaient jusqu'à moi. Romain Delacroix et Solène Leroy. Leurs noms, un temps glorifiés dans les rubriques mondaines, commençaient à apparaître dans des articles bien différents. Je me souviens d'avoir lu un jour, avec une étrange distance, un grand titre qui parlait de l'effondrement financier de Delacroix Participation. C'était un peu comme regarder un drame qui ne me concernait plus tout à fait. Les journalistes s'en donnaient à cœur joie. Ils décrivaient les fraudes présumées, les prêts risqués, les manœuvres douteuses que Maître Antoine et son équipe avaient si minutieusement mises au jour. Je ne cherchais pas activement ces nouvelles, vous savez. Mais elles venaient à moi, inévitablement. Tante Isabelle, parfois, me glissait un journal avec un soupir. Ou Camille, ma fille,
plus tard, me rapportait un écho d'une conversation entendue. Et je lisais. Je regardais, sans une once de cette joie mauvaise que l'on pourrait attendre. Non. Juste une sorte de mélancolie, une observation. Je me souviens d'un article qui décrivait la saisie de la résidence de la Croix à Neuilly-sur-Seine. Cette maison de verre et de pierre, que Romain avait tant aimé afficher, comme un trophée. Les camions de déménagement devant l'entrée, les meubles entassés sur le trottoir. L'image m'est revenue, celle de Romain se pavanant dans ses pièces, si fier de son empire. Et là, tout était réduit à une simple liquidation. Un spectacle de déchéance, offert en pâture à la curiosité publique. Et Solène, bien sûr. Solène Leroy. Son histoire s'est déroulée avec une rapidité déconcertante, comme une étoile filante qui s'éteint. Une amie, une de ces femmes qui connaissent tout le monde et racontent tout ce qu'elles savent, m'avait dit un jour, avec un haussement d'épaule teinté d'un amusement cruel, « Tu sais, Annelise, le jour où Romain n'a plus vu un sou, où son nom n'a plus ouvert les portes, Solène a disparu. Comme par magie. Sans un mot. Sans un regard en arrière. Je l'imaginais, partant avec ses valises pleines de robes écarlates, sans même un au revoir. Comme elle était venue, elle était repartie. Sans attache. Sans âme. C'est là que j'ai vu l'ironie, cruelle et presque parfaite. Romain m'avait jeté de sa vie, me lançant quelques billets d'euros à mes pieds, comme pour solder mon existence. Et voilà que Solène, celle pour qui il m'avait abandonné, l'avait quitté, elle, sans lui laisser ne serait-ce qu'une pièce. Le reflet était si saisissant, si exact. On récolte souvent ce que l'on sème, n'est-ce pas? La vie a parfois des façons bien à elle de remettre les choses à leur place. Mais cette prise de conscience, cette justice poétique, elle ne m'a pas apporté de joie. Aucune. Au lieu d'une satisfaction vengeresse, j'ai ressenti un vide. Une sorte de tristesse lointaine. Non pas pour Romain, non. Mais pour tout ce qui avait été. Pour cette innocence perdue, pour ce rêve de jeunesse qui s'était brisé. Leur chute, c'était aussi le point final à une partie de mon histoire, une partie douloureuse. Cela me rappelait que la vengeance, même si elle se présente sous les traits de la justice, ne guérit pas l'âme. Elle ne comble pas les brèches. Elle ne réchauffe pas le cœur. Ce que j'avais perdu, c'était bien plus que la dignité d'une épouse. C'était la confiance, la légèreté. Et cela, aucun million d'euros, aucune ruine d'un empire, ne pouvait me le rendre. Leur déchéance était le prix de leur choix, de leur cupidité, de leur manque de respect. Et la leçon, elle, était amère. Pour tout le monde, je crois. Parfois, en repensant à ces destins croisés, je me sens étrangement sereine, mais aussi un peu seule dans cette réflexion. Si vous êtes encore avec moi, mes amis, et que cette histoire vous touche, laissez un petit « en commentaire. Votre présence est un doux murmure qui m'encourage à partager la suite. Le chemin vers ce qui a vraiment compté. Et la nuit d'hiver était silencieuse, au domaine de Valois. J'étais assise dans la chambre du bébé, dans le fauteuil à bascule, à lire un de ces contes de fées, à voix basse. Mon ventre, immense, me disait que le moment approchait. Le bébé a donné un coup de pied, comme s'il écoutait. J'ai souri, doucement. Et puis, la première vague de douleur m'a saisi. Un pincement aigu, qui m'a fait lâcher le livre. Il est tombé au sol, sans bruit. Mon souffle s'est bloqué. C'était ça. Tante Isabelle est arrivée quelques minutes plus tard, alertée par mon silence. Ses mains, si calmes, si fermes, m'ont aidé à me relever. Elle a appelé le chauffeur. Respirez, ma chérie, m'a-t-elle dit, sa voix douce mais déterminée. Vous êtes forte. Vous avez été forte à travers tout cela. Ce soir, vous allez rencontrer votre enfant. Les lumières de Paris, au loin, se brouillaient à travers les vitres de la voiture.
Je serrais la main de ma tante. Chaque contraction était un rappel. Un rappel de la proximité de cette petite vie que j'avais protégée. À travers la trahison. L'humiliation. La peine de cœur. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, mon corps tremblait d'épuisement. Mais mon esprit, lui, brûlait d'une détermination nouvelle. Les médecins, les infirmières, tout était stérile, les bips des moniteurs, les voix pressées. Pourtant, au milieu de ce chaos, j'ai ressenti une étrange quiétude. J'avais survécu à des tempêtes bien pires que celle-ci. Et au bout de cette douleur, il n'y avait pas de perte. Il y avait l'amour. Les heures ont passé. Elles ont semblé s'étirer à l'infini. La sueur perlait sur mon front, mes cheveux collaient à mon visage. Je serrais la main de tante Isabelle, murmurant entre les cris. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas si je peux le faire. Sa voix était ferme, mais si tendre. Vous avez déjà fait l'impossible, Annelise. Vous pouvez faire cela aussi. Regardez tout ce que vous avez traversé. Cela, c'est la victoire. Et puis, d'une dernière poussée, un cri a empli la pièce. Un cri qui n'était pas le mien. Un cri nouveau, pur, vivant. J'ai basculé en arrière contre les oreillers. Les larmes coulaient librement, sans retenue. L'infirmière a déposé le petit paquet gigotant dans mes bras. Mon bébé. J'ai posé mon regard sur ce petit visage parfait. La peau douce. Les petits doigts qui se refermaient instinctivement autour de mon pouce. Ma poitrine se soulevait de sanglots. Non pas de douleur, mais d'un soulagement et d'une joie écrasante. Bonjour, mon amour, ai-je murmuré. Je suis ta mère. Et je te promets que tu ne te sentiras jamais indésirable. Tu ne seras jamais jeté. Tu seras chéri chaque jour. Les pleurs du bébé se sont adoucis, comme si ma voix la réconfortait. J'ai pressé mes lèvres sur son front, inhalant la douce odeur nouvelle de cette vie. Pour la première fois depuis que mon monde avait volé en éclats, je me suis sentie entière. Complète. Plus tard, dans la nuit, la chambre d'hôpital est devenue silencieuse. Je tenais mon enfant contre ma poitrine et je pensais à mon parcours. Je me suis souvenu de cette nuit pluvieuse, quand Romain m'avait jeté de l'argent et ordonné de partir. Je me suis souvenu de l'humiliation du gala, des larmes dans l'allée sombre, de la solitude écrasante. Mais maintenant, avec mon enfant dans mes bras, ces souvenirs ne me semblaient plus des chaînes. Ils me semblaient des marches. Des marches qui m'avaient mené jusqu'à cet instant. Maître Antoine est entré, discrètement. Son expression habituellement si sérieuse était adoucie par la vue de la mère et de l'enfant. « Annelise, a-t-il dit doucement. Votre mère serait fière. Vous avez donné au monde plus qu'une héritière. Vous lui avez donné de l'espoir. » J'ai souri à travers mes larmes. C'est mon véritable héritage, ai-je dit, caressant la joue de mon bébé. Pas les entreprises. Pas la fortune. C'est cette petite, et la force qu'il a fallu pour la porter jusqu'ici. L'enfant a remué, laissant échapper un doux soupir. J'ai penché la tête en arrière, mon cœur gonflé d'une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Les tempêtes étaient derrière moi. Devant, il n'y avait que l'amour. Incassable. Pur. Parce que parfois, la plus grande victoire ne réside pas dans ce que l'on détruit. Elle réside dans la vie que l'on crée après les cendres. Dans la vie que l'on choisit de construire. Le printemps était arrivé, doux, au domaine de Valois. Les rayons de soleil inondaient la chambre du bébé, d'une lumière dorée. Le doux gazouillis de ma petite, Camille, emplissait l'air. Une mélodie bien plus douce, bien plus riche que n'importe quelle symphonie. Je me tenais près de son berceau, la berçant doucement. Mon cœur débordait d'une paix que je n'aurais jamais cru retrouver. La vie avait changé, complètement. Je n'étais plus cette femme humiliée,
jetée sous la pluie. J'étais une femme, enfin, maîtresse de son destin. J'apprenais à jongler entre les réunions du conseil d'administration et les berceuses. Entre les stratégies d'entreprise et les histoires du soir. Pour le monde, j'étais cette femme d'affaires respectée, cette reine de la finance. Mais pour ma fille, j'étais simplement maman. Et ce titre-là, il était le plus précieux de tous. Les nouvelles de la déchéance de Romain, de l'exil de Solène, elles continuaient de circuler. Mais je n'y prêtais plus attention. Leurs actions, leurs choix, avaient déjà prononcé leur propre sentence. Leur cupidité, leur arrogance, leur trahison, tout cela avait pavé la voie de leur destruction. Je n'avais plus besoin de vengeance. J'avais déjà gagné. Gagné en construisant une vie remplie de dignité, et surtout, d'amour. Un après-midi, je me souviens, j'étais assise dans le jardin du domaine, avec tante Isabelle. Nous sirotions un thé, tandis que Camille dormait paisiblement dans sa poussette, à l'ombre d'un vieil arbre. J'ai réfléchi, à voix haute. C'est étrange, tante Isabelle. Pendant si longtemps, j'ai cru que mon histoire s'achevait la nuit où il m'a mise à la porte. Elle m'a souri, ses yeux brillants de fierté. Mais ce n'était pas la fin, ma chérie. C'était le commencement. Le feu qui vous a brûlé, il vous a aussi affiné. Ces millions d'euros, ces entreprises, ce n'était pas juste à moi. C'était un outil. Une opportunité. Je me suis dit que je ne voulais pas que ma fille hérite seulement d'une fortune. Je voulais qu'elle hérite d'un monde que j'aurais aidé à rendre meilleur. J'en ai parlé à Maître Antoine, lors d'une de nos discussions matinales. Il était assis en face de moi, dans mon bureau, toujours aussi impassible, mais ses yeux montraient son approbation. « Que voulez-vous faire, Annelise ?» m'a-t-il demandé. J'ai souri, une détermination nouvelle éclairant mon visage. Une fondation, maître. Pour les femmes comme moi. Des femmes rejetées, réduites au silence, sous-estimées. Je veux leur offrir le soutien que je n'ai pas eu. Cette nuit-là, sous la pluie, sans savoir où aller. Je veux que personne d'autre ne vive cela. Maître Antoine, avec son efficacité habituelle, s'est mis au travail. Rapidement, les plans pour la Fondation Valois pour les femmes et les enfants ont pris forme. Un soutien au-delà des millions. Un foyer d'accueil pour les mères isolées. Une aide juridique pour celles qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Des programmes d'éducation, pour leur donner les clés d'une nouvelle vie. L'annonce a fait les gros titres, bien sûr. Mais cette fois, le regard sur moi était différent. Ce n'était plus la curiosité malsaine d'un scandale. C'était l'admiration. Des dons ont afflué, spontanément. Des survivantes m'ont écrit des lettres, racontant leurs propres histoires. Des bénévoles se sont proposés. J'ai compris, alors, que ma douleur n'avait pas été vaine. Elle était devenue un phare d'espoir pour des milliers. Je me souviens de la cérémonie de pose de la première pierre. Sur ce terrain encore vide, qui allait bientôt accueillir notre premier foyer d'accueil. Les journalistes étaient là, les micros tendus. Mais ce jour-là, je n'ai pas parlé en tant que femme d'affaires. J'ai parlé en tant que mère. Quand mon enfant me demandera ce que j'ai fait de ma vie, ai-je dit, je ne veux pas lui dire que j'ai survécu à une trahison. Je veux lui dire que j'en ai fait quelque chose de plus grand. Que j'ai veillé à ce que personne d'autre n'ait à affronter ce que j'ai affronté, seul. La foule a applaudi. Mais pour moi, la véritable récompense est venue plus tard. Dans un moment de calme. Une jeune femme s'est approchée de moi après la cérémonie, serrant un bébé contre sa poitrine. Les larmes coulaient sur ses joues. Grâce à vous, a-t-elle murmuré, j'ai un endroit sur où aller. Je l'ai serré dans mes bras. Mes propres yeux se sont remplis de larmes. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le rêve de ma mère s'était accompli. Je n'avais pas seulement survécu.
j'avais transformé cette survie en un héritage. Ce soir-là, de retour à la maison, j'ai tenu ma petite Camille près de moi, dans sa chambre. Tu grandiras dans un monde où les femmes ne sont pas réduites au silence, lui ai-je murmuré. Tu sauras que la force n'est pas une question d'argent ou de pouvoir. C'est une question de compassion. De se tenir debout quand les autres tombent. C'est ça, l'héritage que je te laisserai. Le bébé a donné un coup de pied, comme pour approuver. J'ai ri doucement, mon cœur gonflé de paix. J'avais été trahi, brisé, rejeté. Mais j'avais su me relever. Reconstruire. Et maintenant, je créais quelque chose qui durerait bien au-delà de ma propre peine. Parce que le véritable héritage, ce n'est pas ce que l'on garde. C'est ce que l'on laisse derrière soi, pour que les autres puissent se relever à leur tour. Les années s'étaient écoulées. Les trophées, symboles de reconnaissance professionnelle, trônaient sur ma cheminée, au domaine de Valois. Mais je ne m'y attardais jamais vraiment. Le vrai prix, la vraie richesse, c'était la vie qui avait grandi en moi. C'était Camille. Ma fille. Après tant de chaos, tant de trahison, j'avais enfin trouvé l'espace. L'espace pour penser. Pour respirer. Pour me concentrer sur ce qui comptait vraiment. Ce que j'allais laisser derrière moi. La chambre de Camille, notre chambre à nous, était devenue mon sanctuaire. Chaque soir, je m'asseyais dans son fauteuil à bascule. Je lui lisais des histoires, choisies avec soin. Ma voix, douce mais ferme, emplissait la pièce d'une chaleur profonde. Le berceau, maintenant un lit d'enfant, se tenait là. La couette que tante Isabelle avait brodée, toujours aussi douce. Chaque détail. Chaque objet. Tout était imprégné d'amour. Pas de luxe. Juste de l'amour. C'était la fondation que je voulais pour ma fille. Une maison où le respect, non la fortune, définissait la valeur. Où l'héritage signifiait bien plus que le simple nom de famille. Un matin, dans mon bureau, je me souviens d'avoir partagé ma vision avec Maître Antoine. Il était assis en face de moi, les mains croisées sur son pupitre. Cette fortune, ces entreprises, Maître, lui avais-je dit. Elles ne sont pas seulement à moi. Elles sont des outils. Je ne veux pas que mon enfant n'hérite que de l'argent. Je veux qu'elle hérite d'un monde que j'aurais aidé à rendre meilleur. Maître Antoine s'était penché en avant, un éclat de fierté dans ses yeux habituellement si réservés. Qu'avez-vous en tête, Annelise ? J'avais souri. Une détermination profonde m'avait envahi. Une fondation. Pour les femmes comme moi. Des femmes rejetées. Réduites au silence. Sous-estimées. Je veux leur donner le soutien que je n'ai pas eu, cette nuit-là, sous la pluie, sans savoir où aller. Un logement. Une aide juridique. L'éducation. Une chance de recommencer. En quelques semaines, les plans de la Fondation Valois pour les femmes et les enfants étaient lancés. L'annonce avait fait la une des journaux, dans tout le pays. Mais cette fois, l'écho n'était pas celui du scandale. C'était celui de l'espoir. Les dons avaient afflué. Non pas parce que je les avais demandés, mais parce que les gens croyaient en mon histoire. Des survivantes m'avaient écrit des lettres de gratitude. Des bénévoles s'étaient inscrits par centaines. Ma propre peine était devenue un phare. Une lueur pour des milliers d'autres. Je me souviens de la cérémonie de la première pierre. Je me tenais là, sur ce terrain vague qui deviendrait bientôt notre premier foyer d'accueil. Les journalistes étaient là, bien sûr. Les micros tendus. Mais ce jour-là, je n'ai pas parlé en tant que femme d'affaires. Non. J'ai parlé en tant que mère. Quand mon enfant me demandera ce que j'ai fait de ma vie, avais-je dit, je ne veux pas lui dire que j'ai survécu à une trahison. Je veux lui dire que j'en ai fait quelque chose de plus grand. Que j'ai veillé à ce que personne d'autre n'ait à affronter ce que j'ai affronté, seul. La foule avait applaudi.
Mais pour moi, la vraie récompense était venue plus tard. Dans les moments de calme. Une jeune femme s'était approchée de moi après l'événement, serrant un bébé contre sa poitrine. Les larmes coulaient sur ses joues. Grâce à vous, avait-elle murmuré, j'ai un endroit sur où aller. Je l'avais serrée dans mes bras. Mes propres yeux s'étaient emplis de larmes. C'est à ce moment-là que j'avais compris. Le rêve de ma mère. Il avait fait un cercle complet. Je n'avais pas seulement survécu. J'avais transformé la survie en un héritage. Ce soir-là, de retour à la maison, j'avais tenu Camille près de moi. Tu grandiras dans un monde où les femmes ne sont pas réduites au silence, lui avais-je murmuré. Tu sauras que la force n'est pas une question d'argent ou de pouvoir. C'est une question de compassion. De se tenir debout quand les autres tombent. C'est ça, l'héritage que je te laisserai. Le bébé avait donné un coup de pied, comme pour acquiescer. J'avais ri doucement, mon cœur gonflé de paix. J'avais été trahi. Brisé. Rejeté. Mais j'avais su me relever. Reconstruire. Et maintenant, je créais quelque chose qui durerait bien au-delà de ma propre peine. Parce que le véritable héritage, ce n'est pas ce que l'on garde. C'est ce que l'on laisse derrière soi, pour que les autres puissent se relever. Alors, les jours sont devenus des semaines, puis des mois, puis des années. Romain Delacroix avait tout perdu. Son entreprise. Sa réputation. Ses millions d'euros. Il était comme un prédateur blessé, refusant d'accepter sa défaite. Les rumeurs, lointaines, parvenaient parfois jusqu'à moi. Des difficultés. Des poursuites. Une vie devenue l'ombre de ce qu'elle avait été. Quant à Solène Leroy, elle avait disparu. Comme un feu de paille. Sans le luxe, sans les paillettes, elle n'était plus rien. Je ne ressentais plus rien pour eux. Plus de colère. Plus de tristesse. Seulement une sorte d'indifférence calme. Leur chemin s'était éteint dans le tumulte qu'ils avaient eux-mêmes créé. Moi, j'avais trouvé la paix. Un sens. Un amour inconditionnel. La plus grande force ne réside pas dans le pouvoir que l'on exerce, non. Ni dans la vengeance que l'on obtient. Elle se niche dans la sérénité que l'on construit. Jour après jour. En restant fidèle à l'écho de sa propre âme. Ainsi s'achève l'histoire d'Annelise, de son chemin singulier, semé d'épreuves et de renaissance. Son parcours, fait de dignité et de résilience, nous laisse à penser, qu'aurions-nous fait, à sa place? Aurions-nous, nous aussi, trouvé cette force, ce courage de transformer la peine en un nouveau départ? Peut-être cette histoire a-t-elle éveillé en vous des échos, des souvenirs, ou simplement une réflexion sur la valeur des choses invisibles. Si le cœur vous en dit, partagez-moi vos pensées en commentaire. Ce dialogue, il est précieux. Et si cette rencontre avec Annelise a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager son récit avec ceux qui, peut-être, en ont besoin. Et pour ne pas manquer nos prochaines confidences, celle de La Revanche Silencieuse, abonnez-vous. C'est notre façon de rester connectés, de continuer à explorer ensemble les nuances de la vie. En attendant, prenez soin de vous. Et à très bientôt, pour d'autres récits qui nous parlent au fond de l'âme. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.